Nous avons choisi ce virage du bio il y a très longtemps, lorsque nos parents ont créé le vignoble. Mais par contre, ce côté biodiversité en semant, par exemple, entre les rangs, c'est une décision qu'on a prise avec mon frère Enzo il y a maintenant 7 ans. Et avec beaucoup de contraintes, des doutes, beaucoup de doutes, justement liés aux problèmes de rendement qu'on a vécu. Aujourd'hui, on est convaincus que nous avons raison, on vise l'avenir. On a envie avec mon frère de se dire que quand on sera là-haut, on aura le plaisir de pouvoir regarder nos vignes que nous aurons plantées aujourd'hui et elles seront toujours là dans 80 ans. Nous, non. Et du coup, voilà, c'était une évidence pour nous de suivre Birth. Eh bien, bonjour à tous et merci à Birth et à tous les organisateurs de m'avoir invité à cette rencontre. Et on m'avait demandé de parler plutôt des questions de paysage. Et donc j'ai choisi de commencer par cette image qui est un détail d'une grande fresque du Bon Gouvernement qui est à Sienne, dans le palais public de Sienne. Et nous l'avions découvert avec Sébastien Georgis, à l'époque, il y a 40 ans. On travaillait plus ou moins ensemble, lui dans une association, moi j'étais au ministère de l'Environnement, et on avait lancé un groupe de travail sur les paysages de terrasse. Et à cette occasion-là, nous avions découvert la fresque du Bon Gouvernement, en se baladant, qui avait clôturé finalement un ouvrage que nous avions fait, qui s'appelait « Paysages de terrasse ». Alors, vous voyez dans ce détail de la fresque, eh bien, évidemment, je l'ai choisi parce qu'il y avait des vignes, et vous voyez des belles maisons agricoles, bon, un château au-dessus quand même, hein, et puis dans la vigne, des arbres, il y a des animaux en bas, enfin, une agriculture mixte qui est intéressante, surtout quand l'on sait que cette fresque a été faite en 1350, au même moment qu'il y avait la Grande Peste, et c'était l'époque où il y avait le moins de monde dans les campagnes qu'il n'y en a jamais eu. Alors, la photo suivante, oui, c'est là. Voilà, donc la fresque dans son ensemble, vous avez donc dans un coin le détail que je vous ai montré, et dans cette fresque, vous avez moitié ville, moitié campagne. En face de cette grande fresque, vous avez une autre fresque qui est la fresque du mauvais gouvernement, qui est moins bien conservée, mais on reconnaît, il y a des incendies, de l'érosion, des guerres, enfin la totale. Et là, vous avez une sorte de paysage, un projet, quelque chose qui doit enthousiasmer les populations, et pas n'importe lesquelles populations, les responsables. Et ces responsables sont sur une troisième fresque qui est, enfin vous avez donc le bon, le mauvais, et non, encore avant, voilà, une autre fresque où il y a les notables qui discutent entre eux et ils doivent décider vers où aller. Et donc là, vous avez une sorte de bande dessinée avec un projet à la fois politique, c'est-à-dire que les féodaux qui étaient responsables de l'échec de la société devaient être remis en cause. Et donc, eh bien, on voit les marchands qui arrivent avec des banquiers, c'est eux qui veulent prendre le pouvoir, mais en même temps, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faut qu'ils le fassent avec les artisans que l'on voit dans la ville et avec les paysans. Les paysans étaient des serfs, eh bien, on leur propose de devenir des métayers, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté supérieure et ils peuvent s'engager à mieux travailler pour produire de la richesse. Et donc, on a ce projet politique qui est une avancée, un projet technique de faire les villes avec les meilleures techniques. Tout au fond, là-bas, vous avez le premier dôme qui est représenté. Cette agriculture, l'agricultura promiscua, italienne, là, bien connue, et avec les rapports entre élevage, agriculture et arbres. Et puis, on a en même temps une sorte de projet culturel où, en termes artistiques, si vous voulez, le paysage devient un élément du projet de société. C'est intéressant parce qu'en 1350, là, c'est vraiment, on sait que
la perspective n'existait pas encore. Et là, cette fresque, et c'est une ébauche, hein, déjà. C'est vraiment une fresque qui était en avance par rapport sur tous les problèmes, qui était en avance sur son temps. Et donc, voilà. Et on voit comment le paysage représenté devait enthousiasmer les populations du haut jusqu'en bas. Si on continue ce type de raisonnement historique, la photo suivante, alors là, bon, on passe carrément à la Révolution française. Juste après, vous avez c'est dans un parmi d'autres, hein, mais une revue européenne d'agronomie qui était publiée. Et donc, il y a les grands principes de ce qu'il faut faire pour faire en sorte que la campagne se développe beaucoup mieux que ce qu'elle n'était avant la Révolution, où là encore, les seigneurs ne s'étaient pas trop préoccupés de développer le pays, et il y avait des famines. C'est pas un hasard s'il y a eu la Révolution, les gens n'étaient pas bien. Et donc, à un moment donné, vous avez un dessin à gauche, le dessin de gauche, et quelques pages plus loin, le dessin de droite. Sur le dessin de gauche, vous avez l'état de la France qui est représenté à l'époque, avec les montagnes, désertes, il n'y a vraiment pas grand-chose, et les révolutionnaires de l'époque se mettent à bosser, et ils plantent des arbres, vous voyez, le long de la rivière, les arbres de la liberté, souvent. On remet des poissons dans les rivières, et puis on a le projet, c'est écrit « Fructification des montagnes arides, des terres incultes et repopulation des eaux de la France ». Voilà donc quel était le projet. Hein, paysage, c'est une question de projet. Ce n'est pas simplement une question de protection du passé. C'était à l'époque conçu comme un projet de société. Hein. Et à droite, eh bien, vous aviez ce projet tel qu'il pourrait être à l'arrivée, 50 ans, 100 ans plus tard. Et en fait, ce qui est assez intéressant, donc vous voyez évidemment les maisons bien tenues pour les paysans, ce ne sont pas des masures, l'élevage avec les cultures, les poêles à pêche miraculeuses, voilà. Hein. Et donc là encore, vous avez un projet de développement qui est un projet à la fois politique. Là, le message qui est inscrit au moment de la Révolution, c'est la terre aux paysans. Hein, donner la terre aux paysans. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite et très bien, ni comme ça, mais n'empêche que c'était l'axe. En termes techniques, eh bien, c'était la mise en valeur des terres incultes, hein, c'est écrit, et puis, en gros, c'était d'installer la polyculture élevage qui permettait de développer la productivité de l'ensemble des campagnes. Et puis, en termes culturels, dans tous ces textes que l'on trouve, aussi bien les textes politiques, les textes techniques, les textes artistiques, hein, eh bien, il faut, à l'époque, joindre l'utile à l'agréable. Ça fait partie des messages. Entre le beau et le bon, il y a un rapport à trouver, et il n'y a pas de bon, il n'y a pas une bonne agriculture si elle n'est pas belle. Ça vient même Olivier de Serres, hein, beaucoup plus tôt le disait déjà. Hein. Donc on était dans cette culture de faire un lien entre le beau et le bon, et que les deux s'allient ensemble pour se développer. Bon, et en même temps, ça n'est pas contraire à l'idée du pays de cocagne, hein, où évidemment, tout ça, on ne fait pas une révolution pour le plaisir, c'est pour mieux vivre, produire plus et le mieux le partager. Donc il y a une harmonie sociale en même temps qu'une productivité meilleure. Et ce que vous avez à droite, ce qui est intéressant, c'est que tout le 19e a été un grand siècle rural, on pourrait dire. Hein. Ça n'a pas été magnifique non plus, hein, faut pas idéaliser trop, mais n'empêche qu'on a créé toutes les petites régions agricoles françaises se sont développées à cette époque. Ça a été l'époque des AOC, parce que ce qu'il en reste aujourd'hui, eh bien, ce sont les appellations d'origine. Hein, de toute cette grande époque, ce qu'il nous reste de mieux, hein, eh bien, dans notre héritage, c'était, eh bien, on sait que dans Franche-Comté, ben, c'est le comté qui a été fabriqué ailleurs, les telles vignes, etc. Hein, voilà. Alors, la photo suivante, bon, à l'époque, c'était Napoléon, hein, voilà.
et il va se balader, et on le représente, il va rencontrer des élus locaux ou des conseillers agricoles de l'époque qui lui disent « La France régénérée », c'est écrit en dessous là, vous demande de recréer cette belle nature sur toute sa surface. Et donc, vous voyez comment, à l'époque, il n'y a pas la scission que l'on a aujourd'hui entre nature et culture. Les deux sont liés. Hein, et ce lien se fait, c'est ce qu'on demande aux responsables politiques de l'époque, de favoriser ce lien pour produire au service de la population, des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. Hein. Et donc, voilà, cette belle nature, hein, finalement, il faut la recréer, il faut travailler pour la créer. Elle n'est pas donnée en soi. La nature est là, mais si on veut l'orienter pour la production, il faut la mettre, il faut la créer, il faut créer l'espace pour y arriver. Alors, durant tout le 19e siècle, qu'est-ce qu'ont pu faire les paysans? Avec quoi ont-ils travaillé pour arriver, finalement, à la fin du 19e, la France est considérée comme étant le jardin de l'Europe. Et se développe le tourisme. Sur cette base-là, hein, toutes les petites régions s'étaient développées avec leur identité, leur production, qui souvent donnait le nom à la région. Hein, et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, la photo suivante, comment ils faisaient? Les composantes naturelles du paysage agricole, ce avec quoi les paysans ont pu travailler, c'était quoi? Eh bien, le sol, hein, sur lesquels on allait mettre soit des cultures, soit de l'élevage. Bon, dans la vigne, vous savez bien que tel type de sol va être plutôt favorable à tel type de vignoble, et c'était très très précis. Hein. Les parcelles étaient souvent liées au type de sol qu'il y avait en dessous. Hein. On y faisait très attention. Les animaux, eh bien, il a fallu les sélectionner avec le Herdbook. On a sélectionné des races dans toutes les régions qui étaient mieux adaptées au climat, au sol, à la diversité, etc. Ça c'est. Et puis les arbres forestiers, ils n'ont pas été éliminés systématiquement. On en a gardé, et dans les systèmes de production, l'arbre champêtre, on pourrait dire, était une composante à part entière du système de production. On les trouvait selon les régions dans les haies hautes, les haies basses, les bosquets, etc., les arbres isolés. Il y en avait partout. Et dans les manuels d'agronomie, il y avait des chapitres entiers qui traitaient des arbres en termes agricoles, hein, dans les systèmes de production, pour le chauffage, etc. L'eau est essentielle, évidemment, pour les cultures, mais parfois il y en a trop, parfois il en manque. Et donc, il y avait tout un système d'irrigation et de drainage qui ont été mis en place, qui pouvaient être extrêmement sophistiqués, extrêmement économes, et qui permettaient de produire. Parce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'au 19e, la grande majorité de la population était rurale. Et on a nourri, les gens vivaient dur, c'est clair. Hein, ils vivaient parce qu'à l'époque, tout se faisait à la main, mais ils ont vécu, ils arrivaient à se nourrir en gros. Hein, et donc, on a produit quand même beaucoup. Là, dans l'eau, vous voyez comment cette rigole a été captée dans un petit torrent qui est à gauche, là, et il y a une rigole, et au bout de la rigole, quand on voulait faire de l'irrigation par submersion, on mettait un mouchoir, époque, donc en termes d'énergie, hein, énergie manuelle, d'accord, mais il n'y en avait pas d'autre. Hein. Voilà, la pierre, évidemment, elle gêne la culture, mais on a appris à l'utiliser soit pour tenir les sols qui sinon seraient partis avec l'érosion, soit pour faire les chemins, et dans tous les systèmes de terrasse, bien sûr. Puis le vent, on a été capable également de l'utiliser, soit, là c'est une éolienne pour aller chercher l'eau qui est en dessous, hein, mais il y a également des systèmes naturels avec les arbres pour faire des haies brise-vent, etc. Alors la photo suivante, tout ça, ça a été, vous voyez, toutes ces richesses naturelles qui étaient là, elles devenaient des richesses à partir du moment où on les organisait dans l'espace. Hein, il a fallu mettre tout ça en scène, le composer. Et ça, ce sont les pratiques des paysans qui l'ont mis en œuvre et qui ont réussi. Et donc, ils ont regardé à droite, à gauche. Il y a des systèmes qui étaient plus adaptés, ils pouvaient le faire par rapport à tel climat,
il y avait tel vent, etc. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui des structures paysagères. La photo suivante. Voilà. Donc, il y a quelques grandes structures paysagères. Il n'y en a pas des milliers en France, hein. Vous avez les grandes familles de structures qui ont été reprises d'une région à l'autre parce qu'elles fonctionnaient pas mal, et puis on l'adaptait parce qu'il y avait quand même un peu plus de vent ici qu'ailleurs. Vous avez toute la famille des bocages, par exemple. Dans certains coins, c'est des bocages avec des haies hautes. Dans d'autres coins, c'est les haies basses, comme en Saône-et-Loire. Après, vous avez les bocages de pierre, hein, bocage lithique, ça c'est dans la Manche. Bon, et puis vous avez les zones de grande culture, comme dans le bassin parisien ou dans sa région-là, où on a quelques bosquets, et puis l'assolement triennal qui se met en place. Dans la steppe, on a ça dans les causses Méjean, Causse du Larzac, etc. Vous avez les cailloux sur le haut, puis dans toutes les dolines qui sont en dessous, on fait du foin pour l'hiver. Les marais, dans le Grand Ouest, on a énormément de marais, où la question, c'est d'être capable de faire le bon rapport avec le niveau d'eau. Hein, on travaille avec les niveaux d'eau pour qu'il y ait tout le temps de l'herbe disponible. En montagne, là, le problème, c'est d'arriver à mettre les zones pas en culture, mais où on va pouvoir faucher l'herbe pour faire du foin pour les 6 mois d'hiver et mettre l'herbe de l'été pour les pâturages dans les coins qui sont plus difficiles à faucher, avec les prébois ou les choses comme ça, comme dans le Jura. Bon, dans les vallées, qui vont être, comment dire, il va y avoir des inondations. Vous avez tout du long de par exemple, vous avez une rigole qui permet que après les inondations, l'eau peut partir rapidement. Et puis tous les systèmes de terrasses qu'on avait étudiés, avec Sébastien Georgis, il y a quelques années. Ensuite, photo suivante. Voilà. Alors, ce travail, il s'est fait avec de la recherche, avec de l'invention. Il y a eu du développement agricole, hein, comme on dirait aujourd'hui. Un jour, à l'époque, après l'environnement, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture pendant un moment sur les questions de paysage. Et il y a une collègue qui me téléphone, qui me dit « Écoute, j'ai trouvé des bouquins qui peuvent peut-être t'intéresser. » Elle travaillait aux archives. Et elle me sort 7 bouquins qui étaient les livres qui avaient été écrits on appelait ça les primes d'honneur. Et dans chacun des bouquins, il y avait une dizaine de départements. Ça avait été écrit en 1860 sous Napoléon III. Et les ingénieurs généraux du ministère allaient dans les départements français. Ils devaient décrire l'originalité de ces régions en expliquant la biodive, les systèmes agronomiques, ce qu'il y avait de la forêt ou pas. Enfin, une description très précise, très intéressante. Et après, il y avait les prix qui étaient donnés aux meilleurs paysans du département. Donc, il y en avait plusieurs prix. Il y avait même les écoles agricoles qui pouvaient être primées. Et donc là, j'ai pris celui de l'Aude, puisque c'était une exploitation viticole, donc j'en profite. Et vous voyez le type. Alors, il y a un diagnostic très précis de ces exploitations, ce qu'ils produisent, les intrants qu'on y met, qui n'étaient pas des intrants chimiques, hein, comment ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils produisaient, hein, toutes les matières. Est-ce que c'était des bons patrons, parce que quand même, ce n'étaient pas les petites fermes, hein, qui étaient mises en valeur. Et voilà. Donc, alors, il y avait pour tous les premiers prix un plan que vous voyez, comme celui-ci, très précis, qui est bien fait, un plan de géomètre, avec, vous voyez, dans la légende, terre, prairie, genêt d'Espagne, vigne et olivier, garrigue, bois, voilà, avec le système de drainage et d'irrigation, la ripisylve, la maison avec le jardin autour, etc. Bon, c'est un truc de géomètre, hein, mais bien fait. Si on prend la photo d'après, vous avez le bâtiment qui est là. Bon, souvent, ça a pu être des bâtiments qui ont été transformés en coopérative après.
Mais bon, voilà, très précis là encore. Photo suivante. Alors pour les premiers prix, on avait souvent justement des dessins à vol d'oiseau, hein, qui étaient faits pour donner envie aux paysans d'aller dans ce sens-là. Et c'est très intéressant parce qu'on voit les modèles agricoles qui étaient mis en œuvre à l'époque. Il y en a en Bretagne, c'est les prés-vergers, hein, qui étaient... Aujourd'hui, on trouve ça un peu ringard, mais à l'époque, c'était une découverte, une nouveauté, parce qu'on arrivait sur la même surface à produire de l'herbe, des arbres. On pouvait faire du fromage, et en même temps de l'agnole, etc. Et là, eh bien... dans ce système viticole, une fois je présentais cette image dans une rencontre, il y avait une spécialiste plutôt du moyen, enfin de la représentation de la vigne dans l'histoire, et elle venait de nous dire que la vigne avait contribué au paysage, surtout à partir de la fin du 19e. Et elle nous avait montré ça parce que avant la fin du 19e, la vigne était en foule. Vous savez, on la plantait à droite, à gauche. Enfin, il n'y avait pas ces alignements que l'on a ici, qui était une découverte qui est arrivée quand on a eu les fils de fer qui ont permis de mettre ça en ligne. Hein. Et donc, la vigne devient un élément beaucoup plus constitutif des paysages. Enfin, ils apparaissent dans l'élaboration des paysages à cette époque. Et vous voyez comment le dessinateur, parce qu'évidemment, il met en valeur comment dire, il y a un discours à la fois technique, hein, donc il a utilisé ces fils de fer pour accrocher les ceps, et en même temps, c'est orienté vers quoi, hein. Vous voyez que l'orientation, elle est donnée vers le domaine, le château, je ne sais pas comment on dit par ici, et c'est évidemment pour inciter toute la bourgeoisie de Montpellier ou du coin à mettre son argent dans la campagne pour développer l'agriculture. Voilà. Hein. Et donc, ces dessins, ces paysages, évidemment, ils ont une symbolique qui était à l'époque de développer à la fois les meilleures techniques et de montrer la qualité, hein, c'est quelque chose d'intéressant d'aller investir dans les campagnes. Alors, photo suivante. Et ce qui est intéressant aussi, alors ça c'est plutôt un clin d'œil vis-à-vis du monde des paysagistes, parce que évidemment il y a des débats, hein, et dans ce débat il y a des paysagistes ou des penseurs du paysage qui disent mais il n'y a pas de paysage s'il n'y a pas un jour un artiste qui décide que c'est beau et qui dit que c'est beau et donc tout le monde accepte que c'est beau. Et donc moi ça m'énervait toujours un peu ça, parce que bon, il se trouve que dans ma vie j'avais travaillé avec des paysans. Et alors, vous avez cette image, hein, qui a été faite dans le Douro. Bon, là, c'est vrai que c'est un artiste qui a représenté le Douro, hein, au Portugal. Et vous avez dans toutes les gares, il y a un petit chemin de fer qui longe la vallée. Dans toutes les gares, vous avez un exemple, une céramique telle que celle-là. Et la photo suivante, voilà, là j'avais commencé à bosser dans le Jura, au Jura, et que j'étais conseiller agricole, et donc vous voyez une belle, enfin bon, je la trouve belle, cette image. C'est la plus haute commune du Haut-Jura, et alors vous avez des prairies permanentes, vous avez du prébois un petit peu au-dessus, et puis vous avez même il y avait encore, hein, dans les années 75-80, encore des cultures de céréales. Hein, et les paysans du Bas-Jura allaient là-haut chercher des graines, parce que ça poussait très bien en bas. Mais je vous montre ça pourquoi ? Parce que le nom de cette commune, comment il s'appelle ? C'est écrit. C'est Bellecombe. Hein, et pas loin, il y a le Pré-Coquet. Il y a il y a plein de noms avec des messages qui sont de l'ordre de la beauté. Et ces noms, le Pré-Coquet, enfin tout ça, le bois de, il y en a d'autres. C'est pas des artistes qui ont donné ça, le nom de la commune. Ce sont les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire que les paysans avaient une fierté de ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'à tel endroit,
ils avaient bien réussi, c'était magnifique ce qu'ils avaient fait. D'autres coins, c'était les Mouilles, les Races, enfin des coins, bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas utiles, mais c'était pas terrible. Enfin, tout ça pour dire qu'il y avait une culture paysanne, paysagère, paysagiste, on pourrait dire, qui existait en même temps qu'un génie agronomique qui a permis de s'adapter dans toutes les régions françaises. Là, je vous parle du Haut-Jura français, mais de l'autre côté, il y a la vallée de Gruyère. Et dans cette vallée, on dit que c'est la vallée des peintres paysans. C'est-à-dire que dans chaque... Vous voyez, ils ont des chalets, comme ici, et au-dessus de la porte des chalets, il y a des fresques. Ces fresques sont dessinées, sont peintes par les paysans. C'est eux-mêmes qui le faisaient. Ils le font toujours. Hein. Et donc, il y a cette culture, parce qu'ils étaient très fiers, avec un motif agricole, la montée aux estives, avec le troupeau, etc. Ils étaient fiers d'avoir été capables de mettre en œuvre des régions extrêmement difficiles, avec un climat pas possible, etc., et de mettre en œuvre une richesse, un produit de haute qualité. Hein. Bon, c'est ce qu'on a également dans la vigne. Il se trouve que j'ai travaillé un moment avec le Tchervim, peut-être quelques-uns qui connaissent, centre d'études et de recherche de la vigne de montagne, hein, et qui travaille sur ce qu'ils appellent la vigne héroïque. Bon, c'est la vigne de terrasse, etc. Eh bien, on retrouve là encore cette fierté d'avoir été capable de fabriquer des vins de très bonne qualité dans des espaces pas possibles et qui ont un rôle sur l'aménagement du territoire. Hein, parce qu'on a des secteurs où ces vignes ont été abandonnées et j'ai en tête un exemple dans le Val d'Aoste que vous verrez tout à l'heure. On a fait un colloque, on avait été sur une route et là, il y avait eu un endroit où les vignes n'étaient plus utilisées. Il y avait eu des grosses inondations, la route avait était tombée. Hein, c'est-à-dire que le fait que les vignes n'étaient plus entretenues, l'espace lui-même était dégradé complètement. Et donc, c'était aux collectivités d'être chargées de dépenser plein d'argent pour faire ce que les paysans faisaient gratuitement jusqu'alors. Hein. Et donc, c'était une manière de faire reconnaître ce travail fait par les paysans dans la gestion correcte de l'espace. Alors, photo suivante. Bon, voilà. Alors là, bon, évidemment, c'est du noir et blanc, c'est plus de la couleur, enfin, vous m'excuserez, c'est un peu gros, mais quand même, c'est ça ce qu'on trouvait dans les champs d'agriculture après-guerre. Voilà. Et on voit très clairement la modification qu'il y a eu au XXe siècle autour des systèmes de production agricoles qui ne sont plus des systèmes de production fondés sur les ressources naturelles, hein, la biodive, les sols, etc., les arbres, les animaux, mais ce qui va permettre de produire, ça va être le pétrole. Le pétrole, FINA, voilà, hein, c'est une boîte de pétrole, et que l'on retrouve dans les engrais, azotés, pétrole ou ressources fossiles, les produits pétroliers directs, le fuel pour les tracteurs, etc., les produits phyto, tout ça c'est de la chimie, l'entretien pour laver, pour le froid, etc., et une nouvelle organisation européenne pour la production et la distribution des produits pour l'agriculture. Vous voyez comment le pétrole va changer. Il n'y a plus de chevaux, c'est le tracteur. Hein, le froid, on ne va plus chercher de la glace comme avant. Tout ça, c'est du pétrole. Et ça se traduit par une réorganisation de l'espace pour pouvoir utiliser au mieux cette nouvelle ressource magique qui est le pétrole. Et donc, pour ça, on fait du remembrement, du drainage, de l'irrigation. On réorganise l'espace, non plus en apprenant toutes ces spécificités, ces singularités, mais on le réorganise pour le rendre utile pour une agriculture pétrolière. C'est ça. Donc il y a eu plus de 20 000 remembrements en France sur les 35 000 communes de France. Ça a été... au ministère de l'Agriculture, si vous vouliez faire carrière, fallait voir, si vous n'aviez pas été au bureau du remembrement, c'était plus dur, etc. C'était ça, hein, ce qu'il fallait faire. Alors, photo suivante. Bon, DDT.
Voilà, Shell. Vous voyez, c'est encore pareil. Alors là, on retrouve peut-être la vigne, hein, parce que je reviens quand même sur la vigne. Bon, on ne peut pas dire que la vigne a été exclue, hein, de tous ces traitements phytosanitaires. Bon, il y en avait parce qu'il y avait des produits et bon, on y a été, quoi, hein, sauf là où c'était pas possible, notamment dans les zones de pente, hein, où le sol était très fragile. Et là, si on mettait trop d'engrais chimiques, eh bien, le sol allait foutre le camp. Et souvent, ça a été mieux tenu qu'ailleurs, même s'il y avait des problèmes économiques par derrière. Photo suivante. Bon, voilà le modèle de la biodiversité des systèmes agricoles contemporains. Donc John Deere, hein, les grosses machines. Vous voyez comment ce modèle, c'est tiré d'une de leurs plaquettes des années 90, et on voit comment cette immensité, donc on peut dire qu'il y a une sorte de qualité paysagère du vide, hein, de l'immensité à l'américaine. Bon, ça peut enthousiasmer certains qui l'idée de maîtriser le sol, la nature, voilà, on domine tout ça et on produit. Hein. Bon, en 90, ça pouvait encore aller, sauf que on commence dès cette époque à se dire mince, mais nos systèmes, ça commence à polluer l'eau. Hein, c'était l'époque où on avait vu, après des grosses périodes d'orage, que tous les poissons crevaient. Et il y avait le ministre de l'Environnement de l'époque, comment il s'appelle ? Enfin bon, qui avait attaqué les paysans en disant vous mettez trop de phyto, bon, ça va pas. Et puis, problème de biodiversité qui commence à sortir. Et on voit que là, il y a une espèce, hein, celle qu'on produit. Tout le reste, sur ces centaines d'hectares, il n'y a plus rien. Et donc, on voit bien que la question de la biodiversité, dont on commence à comprendre qu'elle est quelque chose d'indispensable dans les grands équilibres pour qu'on arrive à vivre, hein, c'est pas simplement pour faire joli, c'est que si on n'a plus suffisamment de biodiversité, on n'aura plus les grands équilibres qui nous permettent d'avoir de l'air respirable, de pouvoir avoir de tout ce qu'il nous faut. Bon, et puis, alors, par rapport à ça, la photo suivante, John Deere comprend que sur la question des pollutions, il faut être un petit peu plus fin. Et donc, voilà, avec Photoshop, eh bien, ils mettent au fond une belle rangée d'arbres. Et voilà, le tour est réglé. Mais on voit bien que rien n'est changé. Le système de production agricole est le même. Simplement, on va faire des zones de protection de la nature un peu plus loin. Hein, les zones Natura 2000, mettons, des trucs comme ça, mais sur le système de production agricole, on ne change rien. Problème, c'est qu'à partir des années 2000-2010, il y a un nouveau truc qui nous tombe sur la figure. C'est pas simplement la biodive, hein, les pollutions, parce que là, on avait dit, on va faire de l'agriculture raisonnée. On va mettre les engrais là où il faut, quand il faut, mais juste ce qu'il faut, pour pas qu'il y en ait dans l'eau, etc. On a des bons ingénieurs, tout va se régler tranquillement. Mais là, on se rend compte que maintenant, c'est la question du réchauffement climatique. Et que la question du réchauffement climatique est liée au pétrole, et que c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut absolument régler, enfin s'adapter déjà, et ensuite arrêter de continuer à dégrader le climat par l'usage du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole qui est au cœur du moteur agricole, alors je parle de l'agriculture ici, mais ça m'arrive de faire la même chose dans la ville. Hein, et là, c'est la voiture qui a tout transformé, les paysages urbains, etc. Et là, bon, donc il faut remettre en cause ce modèle du fait du pétrole. C'est-à-dire, entre la biodive, le pétrole, on va au mur. Il n'y a pas d'échappatoire. On est obligé de changer de système. Hein. Alors, photo suivante. Bon, rapidement, je crois qu'il faut que j'avance. Hein. Les grands enjeux, bon, on a dans les modèles qui sont développés ces grands espaces pour produire avec des grandes parcelles. Bon, on a des exploitations plus grandes, ok. Mais le problème, c'est l'augmentation de la taille des parcelles. Quand on a des parcelles de 40 hectares, eh bien, même si on veut mettre des coccinelles sur les bordures, les coccinelles, elles ne vont pas à plus de 50 mètres du bord de la parcelle. Donc tout ce qui est au cœur de la parcelle, ça ne marche pas. Hein, on ne peut pas y arriver si on baisse les intrants.
Et donc, les paysans ne sont pas fous. S'ils baissent les intrants simplement sans changer la taille de leur parcelle, ils n'y arriveront pas. Ça ne marche pas. Et donc, éco-phyto, tout ça, ça ne marche pas. Voilà. Dans les autres coins, moi je connais mieux les coins du nord-est, là, dans les Vosges. Les Vosges, c'était des paysans ouvriers, ils sont partis. Et du coup, vous avez les bataillons d'épicéa qui déboulent dans les parcelles, dans les prairies, et fermeture du paysage. Et il ne faut pas croire que c'est mieux pour la biodiversité, parce qu'on a mis des épicéas qui ont été payés par le Fonds forestier national, et aujourd'hui ils sont en train de crever avec le bostrijge, parce qu'il y a de la sécheresse. Et puis, nouveau truc qui est sorti dans les années 90-95, le brouillage du paysage avec la rurbanisation. Vous voyez, ça, c'est dans un parc naturel du Forêt. Des lotissements qui arrivent parce qu'il y avait une opportunité et on détruit un peu la qualité paysagère des villages en laissant pousser des maisons un peu n'importe où, n'importe comment. Photo suivante. Alors, je vous montre ça adapté à l'agriculture. Puis comme j'ai plus travaillé sur les terrasses, donc c'est plus des images de terrasses. Vous voyez ce que ça donne. Pas très loin d'ici, mais je ne dirais pas où. Vous avez ces grandes parcelles qui ont été mises en place avec des talus énormes et donc plein d'érosion. Vous verrez tout à l'heure. L'autre coin, secteur qui a été, où il y a eu un incendie, où il y avait des terrasses en dessous, mais qui avait été abandonnées. Donc, fermeture du paysage en temps normal jusqu'à ce que ça brûle. Et puis, le brouillage du paysage, ça c'est à Nice, une petite enclave qui reste dans un coin, avec un bon vignoble d'ailleurs. Mais voilà. Photo suivante. Alors, je reviens sur cette parcelle du haut de tout à l'heure. Vous voyez comment, ce modèle d'une agriculture plus intensive, pas intensive, plus grande, surtout fait avec plus de pétrole. Ces banquettes, pas des terrasses, c'est des banquettes, ont été faites avec des bulldozers. Et là, on a fait des parcelles assez grandes. Alors, si je vous raconte pourquoi, c'est que dans cette région, les paysans qui avaient à disposition ces côtes qui n'avaient jamais été cultivées, ils avaient plus bas des vignobles qui étaient en bas de la côte. Il y avait une zone plane en dessous avec de l'eau directement. Donc le soleil qui réfléchissait bien, de l'eau en dessous, ça produisait pas mal. On a fait même du très bon muscat qui manque de peau. Il y avait une appellation qui avait une limite en termes de production à l'hectare. Et donc, ils produisaient beaucoup plus puisqu'il y avait de l'eau et du soleil. Et donc, ils se sont dit, c'est un peu dommage de jeter notre raisin en excédent. On va se donner par contre de la surface en plus. Cette surface, c'est uniquement pour avoir du vignoble. Ça produit pas, c'est pas grave. Si ça produit pas, ça nous permet quand même d'écluser les excédents de quotas que l'on a dans le bas. Et vous voyez, là, c'est dans un coin pas très loin de... là où il y a eu des grosses inondations dans les années 90. Ça m'échappe. Vous voyez un orage, après un orage, voilà le type d'érosion qu'il y a. Photo suivante. Alors, pas très loin de ce secteur, un jour, comme on travaillait sur ce bouquin sur les paysages de terrasse, on a demandé à un photographe de travailler avec nous, et il nous ramène cette image un peu surprenante, avec ces rangs de vignes. Qu'est-ce que c'est cette gare de triage? Enfin, ça avait une force. On lui demande où c'est. Et vous voyez, il y a 2 rangs de vignes, un petit talus, 2 rangs de vignes, un petit talus, 2 rangs de vignes, un petit talus. Alors, on y va. Photo suivante. Voilà, on comprend mieux. Donc, vue d'avion. Vous avez tout cet aménagement qui avait été fait par monsieur Millot, je vous donne son nom, parce qu'il était un peu le seul à l'époque dans sa région à faire ça. Et en regardant l'espace, avec son père, il nous expliquait bien qu'il avait fait ça avec son père, qui lui avait fait des terrasses en pierre sèche, connaissait très bien l'importance de l'eau. Si on arrache l'eau, si l'eau arrive en excédent, elle arrache les murs, etc. Et donc il avait fait, avec un géomètre, son père et lui-même, un plan, et avec un bulle, il avait demandé à un type de faire ça. Vous voyez comment il avait aménagé dans chacun des talwegs à droite et à gauche,
de telle sorte qu'on puisse faire un aller-retour sans trop avoir à manœuvrer. Et donc, ils ne mettaient pas plus de temps à aller d'un sens à l'autre que sur la parcelle du haut, vous voyez, qui était droite, parce qu'il y avait un petit replat. Et en discutant, on lui dit ah, bah, c'est super votre truc, ça a de la gueule. Et puis, mais pourquoi vous avez laissé ces arbres? Et il me dit parce que vous voyez qu'il y a des arbres en première banquette là-haut, puis il y en a à droite, à gauche. Et il nous dit mais non, je les ai pas laissés, je les ai plantés. Alors dans les années 80-90, trouver un viticulteur qui nous dit qu'il plante des arbres au milieu de sa vigne, bon, ça nous avait un petit peu interpellé. Et on lui dit mais pourquoi? Alors il nous explique que la vigne du haut, la parcelle du haut, il avait mis une sorte de haie qui récupérait l'eau qui venait du haut et qui, voilà, c'est une parcelle perdue pour la vigne, mais qui était très utile parce qu'elle permettait de diriger l'eau qui montait, qui était pompée soit par les arbres, soit dirigée de chaque côté vers les talwegs. Et ensuite, chacune des parcelles du bas, plus bas, n'avait à gérer que l'eau qui lui tombait dessus. Et comme elles étaient légèrement en pente, ça emmenait l'eau à droite et à gauche dans les talwegs. Bon, et puis, il y avait des arbres également sur la bordure. Bon, alors il nous explique tout ça. Bon, on est un peu admiratif. Et il nous dit, mais vous savez, puis moi, le soir, quand je viens, j'ai terminé ma journée, je viens là, puis je regarde. Et puis, en ombre chinoise, je vois ça. Derrière, il y a les dentelles de Montmirail. Et je me dis, merde, enfin, je suis content. Ça me plaît. C'est ça ce que je vais laisser. Ma vigne, elle est bonne. Hein. Alors, il vendait à la COP. Et donc, il ne valorisait pas lui-même, hein, d'une manière particulière, cette qualité de paysage qu'il faisait, à la différence d'autres qui détruisaient la qualité du paysage et qui s'étaient mis à dos les élus, les gens du coin, etc., parce que c'était une zone touristique. Et les gens leur disaient, mais pourquoi vous êtes en train de détruire la qualité du paysage qui fait venir les touristes, etc. Bon, et donc, mais il était dans la COP comme tous les autres et il ne gagnait pas plus, jusqu'à ce que, c'était à l'époque Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement, elle avait labellisé une centaine de petites régions sur l'idée qualité des produits, qualité du paysage. Et donc, on avait fait en sorte que son exploitation soit labellisée, mais il a continué à vendre à la COP, sauf que la COP a mis dans ses documents l'exploitation de M. Millot en couverture pour dire qu'ils travaillaient tous un peu comme ça. Mais vous voyez comment, dans cette zone, la production un peu intensive des exploitations du haut que je vous ai montré avant est arrivée à un échec, c'est-à-dire qu'il y avait eu les élus ont dit mais ça nous fait de l'érosion, c'est pas terrible, c'est moche, etc. Et ils ont obtenu qu'on mette toute cette colline en forêt de protection. Forêt de protection, ça veut dire on ne peut plus la mettre en culture. Donc c'est gelé pour l'agriculture. Manque de peau, dans les années qui ont suivi, comme c'est une zone où il y a quand même pas mal de touristes qui passaient, il y a eu des incendies, il y a eu 2-3 incendies successifs. Il faut que j'accélère. D'accord. Temps écoulé. Bon, zut. Alors, donc, voilà, échec total, incendie. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, là où on avait gardé ces espaces ouverts, eh bien, c'était échec aussi, puisqu'il y avait l'érosion. Donc, du point de vue de l'environnement, agriculture intensive ou zone protégée, sans gestion derrière, arrivait à des échecs. Et au milieu, eh bien, vous aviez M. Millot qui devenait une sorte de modèle. Alors très rapidement, photo suivante, qu'on trouve dans d'autres coins, dans le Priorat, puisque vous êtes dans la vigne, vous devez connaître. Là, c'est un mélange entre la vigne, les amandiers, les oliviers, enfin, qui fait des paysages assez remarquables également. Photo suivante. Bon, j'en ai déjà parlé, le Douro, magnifique, au paysage mondial de l'UNESCO. Photo suivante. Voilà. Bon, alors, oui, photo suivante. Voilà, quels sont les principes d'une démarche paysagère en agriculture? Ce que l'on veut dire de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est qu'il faut être capable de renouer avec l'histoire de chaque lieu. Chaque territoire est un paysage particulier
qui vient de sa géologie, de son climat, etc. Et il faut absolument retrouver une connaissance très fine de ces territoires. Je le dis avec des viticulteurs, en général, vous le savez mieux que le reste des paysans, parce que vous y êtes très proches. Mais continuez là-dessus, il y a des ressources historiques avec les anciens, etc. L'histoire, la géographie et les hommes qui ont fait ça. Le deuxième point, là, c'est plutôt... Pour ça, il faut impliquer les populations. Si on veut travailler sur le projet de l'avenir, eh bien, ça ne sera pas uniquement les agriculteurs qui vont faire leur projet. Les agriculteurs ont leurs compétences, bien sûr, c'est eux qui bossent, et donc ils sont essentiels. Mais aujourd'hui, eh bien, on est dans un contexte qui est nouveau. Il faut retrouver d'abord un lien avec ces questions de biodiversité et également avec les questions de climat, puisqu'il va falloir d'un côté s'adapter ou réduire la production. Pour ça, il faut favoriser le multi-usage des sols, ce qu'on avait avant. Un sol doit être capable de produire à la fois des produits agricoles, mais également de l'eau, ça doit faire un filtre pour produire de l'eau propre derrière, de la biodiversité. On ne va pas avoir d'un côté l'agriculture intensive et puis les zones Natura 2000 plus loin. Tout ça doit être composé ensemble et également par rapport aux nouvelles besoins de la société qui vont être eh bien, que la société habite en gros en ville, elle a besoin d'espace pour se détendre, etc. Et il faut œuvrer pour organiser également l'espace par rapport à ces demandes. Et le dernier point, c'est que quand on parle de paysage, il y a toujours cette notion un peu de beauté. Eh bien, n'ayez pas peur. Hein. C'est sûr que j'étais dans les ministères, quand on parlait de beauté, on disait, mais attendez, on va pas... C'était déjà au ministère de l'Environnement, on disait que c'est le ministère des nuages. Le paysage, c'est les nuages. Bon, ça va pas. Bon, bref, mais si, il faut parler de beauté. C'est comme ça qu'on va arriver. C'est un besoin qu'ont les gens, la population, les paysans, vous-même. Et donc, il faut être capable d'en parler et de décrire comment le projet que vous avez par rapport à demain, parce que je vous disais que le paysage, c'est une question de projet, eh bien, il faut l'exprimer. Alors, très vite. Photo suivante. Bon, Château Chalon. Et là, ils sont restés sur leur connaissance de leur spécificité. Vous savez, ils m'ont expliqué c'était du lias qui ne supporte que le savagnin, et avec ça, il faut un truc magnifique, qui est le vin jaune. Bon, et ils avaient fait un remembrement, à l'époque des remembrements, mais très, très, très fin. Ils avaient juste regroupé 2-3 parcelles pour les paysans, éviter qu'il y en ait partout, et ils avaient travaillé les accès pour amener le matériel, mais ils étaient restés très, très attentifs à garder cette culture qui se retrouvait dans leur AOC. Photo suivante. Impliquer les populations, donc agricoles, non agricoles. Hein, il faut avoir des experts de l'eau aujourd'hui dans votre collectif. Hein, avant, il y avait les GVA, il y avait des paysans, les groupements de vulgarisation agricole. Maintenant, il faut mettre des spécialistes de la biodive, des spécialistes de l'eau, etc. Et puis des élus. Les élus, parce qu'ils ont des choses à dire, évidemment. Hein. Bon, ben, ça, ce sont des exemples. Voilà, l'Ortus, en Alsace, Loudun, et là, je ne sais même plus où c'est. Voilà. Mais dans l'Ortus, c'était une exploitation qui devait bénéficier de la charte de Fontevraud au service des paysages. Et voilà. Photo suivante. Le multi-usage des sols. Hein, eh bien, dans les sols, eh bien, il y a de la biodiversité, les bandes enherbées, ne serait-ce que ça. Les sentiers que vous voyez. Ici, un sentier viticole, mais qui n'est pas que viticole, évidemment, avec bon, évidemment le tourisme hein, dans les zones de vignes. Photo suivante. Là, viticulteurs de Soulsmat, la vallée Noble, vous voyez, donc sur leur sentier viticole, ils disent tous les jeudis, visite accompagnée d'un viticulteur. Hein, c'est-à-dire que le viticulteur emmène les touristes. Bon, en général, ça se termine dans la cave, donc il n'y perd pas beaucoup. Hein. Sauf que maintenant, ils sont encore plus malins, ils font la dégustation, se fait sur telle parcelle, tel vin, un autre cépage à plus loin, et donc on peut faire comprendre le lien entre le terroir et la qualité du vin. Photo suivante. Oser parler de beauté, bien là c'est dans les Côtes de Beaune, vous aviez ce type de mur hein, pour lutter contre l'érosion, qui datait de la période moderne,
Et puis, il y avait quelques aides qui avaient été données pour des paysans pour refaire des murs en pierre sèche. Et ils s'étaient rendus compte que ces murs en pierre sèche étaient fonctionnellement bien meilleurs que les murs en béton. Et en plus, ils étaient plus solides. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ils communiquent là-dessus. Alors, photo suivante. Voilà. Un jour, dans le métro, j'étais à Paris et je vois cette affiche. Quand vous travaillez sur la beauté, vous, agriculteurs, c'est pas perdant. Vous voyez que cette affiche, je vous la montre, parce qu'elle a été réalisée par Bourgogne Tourisme. C'est le tourisme de Bourgogne qui communique sur la qualité du paysage fabriqué par les viticulteurs. On ne dit pas qu'on fabrique du vin, puisqu'on n'a pas le droit pour la pub, faire de la pub sur le vin, mais en fait, sur la qualité du paysage qui est derrière, eh bien, donc c'est gratuit. Donc, bénef. Photo suivante. Alors, 15 jours après, je trouve ça. Donc, les vignes de Champagne, à 1 heure de Paris, voilà. Et là encore, c'est Tourisme Champagne. Alors, j'attends, je me dis, tiens, il y aura peut-être un jour du côté de la Bretagne. Bon, et puis un jour, en effet, la Bretagne, mais en Bretagne, c'était le bord de mer avec, vous savez, la petite maison qui est au bord, surtout pas l'agriculture. Et j'imagine que les communicants savent que l'agriculture bretonne, faire une pub dans le métro sur l'agriculture bretonne aujourd'hui, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que les paysans bretons, enfin j'ai rien contre les Bretons, parce qu'il y a sûrement des endroits très bien, mais dans la généralité, on ne peut pas dire que ça soit une réussite en termes ni de qualité paysagère, ni souvent sur la qualité des produits, avec leurs cochons un peu partout. Voilà, photo suivante, je crois qu'on arrive à la fin. Eh bien, donner à voir, à ressentir, qualité des produits, qualité de l'environnement, de la biodive, etc., et la qualité de l'accueil, puisque vous faites souvent de la vente directe, et la qualité du paysage. Tout ça peut s'exprimer dans différentes manières, mais surtout en allant sur le terrain, en emmenant les citadins, les consommateurs dehors. Et je crois que la dernière photo arrive. Non, pas encore, l'avant-dernière. Voilà, ça c'était avec le Tchervim dans le Val d'Aoste. Et ils avaient fait un colloque. Eh bien, on a été boire sur les terrasses. Qui sont magnifiques, bien sûr. Et ce qu'on garde en souvenir, ensuite, c'est ça. Si je bois du vin d'Aoste, c'est ça qui me reste en tête. Je bois ces paysages. Dernière photo. Voilà. Eh bien, c'est sûr, quand on voit ça, ça nous marque. Et on n'a pas tous ce même type de paysage, je l'admets, mais vous avez tous des très beaux paysages à faire valoir dans vos fonctions, en lien avec la nature qui est derrière, que vous avez travaillé.